Juste un mot sur Action Logement pour qu'on vous situe dans le débat. Je vous remercie. Vous êtes partenaire en plus des 100 ans, donc je vous laisse d'autant plus la parole. Ça fonctionne sans doute. Ça marche. En fait, je suis exactement comme vous tous, c'est-à-dire que je suis chef d'entreprise. Moi, je suis géomètre expert. En tant que membre du MEDEF, je fais partie de ce qui s'appelle le CRAL. C'est pas très joli comme mot. C'est le Comité régional Action Logement. Pour vous rappeler ce qu'est Action Logement, vous le savez sans doute parce que vous payez la PEC, qui est la participation de l'effort des entreprises à la construction. C'est les fameux 0,45-0,46% qui sont payés pour favoriser le lien emploi-logement, ce qui permet aux collaborateurs de trouver du logement. Et c'est le système paritaire qui fonctionne le mieux, le logement. Je le dis parce qu'on y travaille, mais parce que tout simplement c'est une réalité. Donc vous avez tous les prestataires, pas les prestataires, pardon, les syndicats de salariés et d'employeurs qui y sont présents et qui décident complètement de la stratégie de ce budget qui est traité et analysé de façon quinquennale avec l'État. Puisque vous pouvez imaginer que depuis des années, Bercy essaye de mettre un peu la main sur cette manne. Le problème, c'est qu'une fois que ça arrive chez Bercy, vous ne savez plus ce qui en est fait. Donc peut-être qu'on aura l'occasion de parler un petit peu plus de ce que fait Action Logement. Effectivement, ce sera intéressant de vous entendre sur la question du logement dans l'attractivité et dans le développement économique. Je voudrais laisser la parole. Alors, on a le défi, c'est qu'on a 45 minutes, vous êtes 5, et pour évoquer le sujet vaste qui est le nôtre. Un tour de table rapide avec vous sur... D'abord, peut-être, avant de parler du développement économique territorial qui va se faire ou qui est en train de se faire, celui que vous jugez sur ces 5-10 dernières années sur ce territoire. Est-ce que vous jugez ce développement économique équilibré ou pas et privilégié ou pas sur ce territoire de Seine-et-Marne? On commence où, Debray, si vous voulez bien? Vision rapide. Hein. Alors, on va essayer de brancher votre micro où il ne l'est pas. Moi, je suis en charge du développement d'une opération d'intérêt national qui est à la limite de l'Essonne, donc dans la partie ouest, au nord de Melun, l'opération d'intérêt national de Sénart. Sur ce territoire, le développement économique est dynamique. Et donc, mais peut-être aussi parce que nous y travaillons activement, quotidiennement, et que depuis 40 ans, cette opération d'intérêt national cultive les atouts du territoire, et grâce à des investissements continus de l'État et des collectivités, il y a un certain nombre d'atouts. Donc le développement est continu, il est actif. On sent aussi que la nature des activités qui se développent sur ce territoire se diversifie. Très bien. Ça veut dire Al sur Val d'Europe. Val d'Europe Disney, j'allais dire le soleil se lève d'abord à l'est. Oui, et j'allais dire la Seine-et-Marne, qui est à la fois le réservoir foncier, le ventre de l'Île-de-France, puisqu'on a aussi cette vocation à nourrir, aujourd'hui commence à jouer son rôle aujourd'hui de driver d'un développement qui s'ancre autour de grosses polarités. On vient de parler de Sénart évidemment, au nord évidemment Roissy, Val d'Europe qui devient un barycentre aussi quelque part dans cet est, et puis cette diversité de la Seine-et-Marne entre, encore une fois, une Seine-et-Marne très agricole et puis une Seine-et-Marne qui emprunte d'un développement urbain fort. Voilà. Donc équilibré, vous diriez plutôt. Moi je pense que c'est un territoire d'avenir surtout. D'accord. Ça tombe bien, on va en parler. Oui, merci. Marguerite. Donc moi je suis président de Paris Région Entreprise, qui est l'agence d'attractivité de la région Île-de-France. Donc en matière de développement économique, pour vous donner une simple idée par rapport à l'équilibre, la région, sur ses 8 départements, vous avez 10 territoires que le schéma directeur régional de développement a identifiés comme des territoires dans lesquels il fallait que la région investisse, structure, fédère. Et 3 de ces territoires sont par exemple en Seine-et-Marne. Donc à elle seule, la Seine-et-Marne est un catalyseur, j'allais dire, à la fois d'énergie, d'argent de la région. Et elle a des atouts qui ont été, je trouve, au travers de ces 20 dernières années, assez travaillés, puisqu'on a quand même l'arrivée des villes nouvelles, les zones aéroportuaires, les zones touristiques, mais d'industrie de tourisme. On a quand même une infrastructure au niveau des transports qui a été remarquable. Je parle des zones de TGV. Je parle bien sûr avec le Paris Express. Puis la dernière en date, c'est quand même l'électrification de la ligne de Provins. Donc on a une réalité économique de la Seine-et-Marne. C'est la première région quand même d'Île-de-France. Donc j'entends satisfecit et potentiel pour l'instant. Loïc Gauthier.
Alors pour moi, vous m'entendez? Oui, c'est Oui, bon. Alors moi, je vais reprendre les catégories de Pascal Pic parce que ça me semble un peu plus facile pour décrire la Seine-et-Marne. Le micro sur le menton. Bon, Merci ok. beaucoup. Donc je vais reprendre les catégories de Pascal Pic parce que Pascal Pic parle de fixisme. Fixisme, c'est clair, on a encore beaucoup de production de matériel, d'agriculture, etc. La Seine-et-Marne, c'est 49% du territoire. Ça forcément développe certaines ambitions parce que c'est pas des territoires vides. Ça sert aussi à nourrir les gens. Si on prend le transformisme, c'est l'industrie traditionnelle avec de grosses entreprises. On parlait de Safran, on parlait de gens comme ça. Et puis l'évolutionnisme, parce qu'en Seine-et-Marne, on espère quand même faire arriver tout doucement en marge de Paris de l'industrie qui serait l'industrie plus tournée vers le futur. Voilà. Donc il y a un peu de tout, un peu beaucoup du premier et du deuxième et un peu moins du troisième, mais ça risque d'arriver quand même parce que justement il y a de la place. Du point de vue du logement, ouais, Éric Malenfer, ça vous semble les bons logements aux bons endroits depuis ces dernières années? Je l'espère, et justement, à ce niveau-là, il est quand même bon de rappeler aux entreprises que c'est par votre intervention et par la remontée d'informations que vous nous faites qu'on est capable de savoir quel bailleur il faut financer, quels sont les programmes qu'il faut financer. Parce qu'encore une fois, c'est issu de vos demandes qu'on peut le faire. Et pour reprendre un petit peu justement dans la conférence qui était avant, qu'évoquait M. Pic sur l'immobilisme, l'immobilier c'est très immobile. Or, le premier souci du logement social aujourd'hui, c'est l'immobilisme. Jamais autant les gens ne sont restés à vie quasiment dans le logement social. Donc pour ça, on est en train de développer beaucoup de choses, notamment pour rendre ça plus mobile. Et vous verrez, il y a des nouvelles applications qui vont arriver, qui vont vous permettre de faire beaucoup de choses. Mais juste, parce que vous parlez du territoire vous parlez de votre territoire, excusez-moi, c'est 10 600 ménages qui sont demandeurs. Ça en fait quand même beaucoup, 42 millions de collectes. Au titre de 42 millions, non pas de collecte, pardon, de reversion en termes d'aide aux salariés. C'est 2400 ménages qui ont été logés en 2017 par Action Logement. C'est 18 000 logements qui sont le patrimoine d'Aélie sur le territoire. C'est juste quelques chiffres comme ça qui peuvent vous montrer qu'en fait, le rôle du logement social est important et puis on pourra donner des critères après si vous voulez. L'idée, c'est qu'on comprenne un peu comment chacun d'entre vous envisagez le développement économique sur ce territoire et les options que vous prenez. Haute de Breil, depuis ces dernières années, vous avez beaucoup misé sur le développement de parcs logistiques. Donc des gros parcs, aujourd'hui, c'est 2,5 millions, c'est ça, de mètres carrés de parcs logistiques. Pourquoi cette stratégie au départ de grosses entreprises, de grosses unités, mais avec finalement assez peu de salariés? Alors, le développement économique a vraiment pris de l'ampleur sur l'opération d'intérêt national de Sénart avec l'arrivée des autoroutes. L'autoroute A104 en 1991, l'autoroute A5 en 1995. Jusqu'à présent, jusqu'à cette date-là, il y avait extrêmement peu de développement économique sur le territoire, faute d'infrastructures et de polarité suffisantes. Et donc, en bordure d'autoroute, on était en pleine explosion, démarrage de la logistique. Et donc, c'est ainsi que le territoire s'est beaucoup spécialisé, mais c'est spécialisé en offrant des infrastructures qui soient véritablement organisées dans des parcs qui soient de qualité, qui soient gérés, qui soient paysagers. Donc c'est aussi une qualité de service qui a été offerte aux entreprises, extrêmement bien desservies grâce à la bordure des autoroutes. Ça a été l'origine de ce choix dans les années 90. Et ça apporte peu d'emplois en même temps. Ça apporte effectivement peu d'emplois. Alors c'est moins vrai aujourd'hui, puisqu'on est vraiment en train de sentir une évolution très lourde entre la logistique traditionnelle et le e-commerce. Et donc on a des emplois qui sont plus qualitatifs. C'est-à-dire vous diversifiez vers l'e-commerce maintenant? Alors plutôt, on se diversifie et on voit que la nature des emplois dans la logistique change. Puisque dans les entrepôts eux-mêmes, on a une part de tertiaire, on a une préparation de commandes, on a des retours de commandes, on a toute l'alimentation des sites internet, par exemple. Et donc, c'est plus simplement de l'entreposage brut. Et d'ailleurs, les aménagements capitalistiques des entrepôts eux-mêmes n'ont plus rien à voir par rapport à ce qui se passait autrement. Donc, même la logistique elle-même change profondément de nature, change les emplois, change les qualifications qui sont requises pour les personnes qui travaillent dans la logistique. Et ce sont des activités de plus en plus capitalistes. Si on dit que vous avez quand même priorisé plutôt les gros que les petites entreprises, est-ce que ça vous semble injustifié ou pas, comme on remarque? Tout dépend comment vous comptez, parce que l'essentiel du tissu d'entreprises, au nombre d'entreprises, la très grande majorité, ce sont des petites entreprises, des TPE, des PME, qui font la très grande majorité du tissu économique du territoire, et pour lesquels, évidemment, les services que peut apporter un établissement public comme celui que je dirige sont une qualité, une valeur ajoutée considérable. Donc, en grande masse, évidemment, on pense d'abord, avant tout, aux très grandes entreprises, mais il y a aussi un tissu économique considérable
considérable de petites entreprises. Ce que vous me dites, c'est que si je suis une petite entreprise, je peux quand même aller voir l'EPA, c'est un interlocuteur pour moi. Ah ben, aujourd'hui, on en voit tous les jours, bien sûr. Au contraire, parce il se trouve que l'établissement public a développé très particulière, une compétence d'accompagnement des entreprises dans leurs projets pour les aider à faire passer la course d'obstacles de toutes les autorisations administratives. Et donc, effectivement, ils trouvent un service clé en main qui va très loin pour accélérer leurs projets et les aider à s'implanter dans les meilleures conditions. C'est la vision du représentant des PME ou pas? Tout à fait, non, pas tout à fait. Non, je suis forcément. Non, ça dépend si on parle de Sénart ou du territoire. Donc, sur Sénart, effectivement, le quotient emploi, on va dire, habitant est assez défavorable. Sur la Seine-et-Marne, effectivement, il y a énormément de petites entreprises. C'est tout à fait exact. Maintenant, on peut aussi comprendre qu'on était dans le transformisme. Ces entreprises, par exemple, l'EPA, c'est plutôt une vision transformiste du monde, comme le disait Pic, c'est-à-dire avec des planifications, puisque c'est issu, bien entendu, des lois de la ville nouvelle, de Paul Delouvrier, etc. Et les petites entreprises, elles sont plus attachées à tout ce qui est évolutionnisme. C'est la dernière partie de ce que disait Pic. Et donc, je pense que ces organismes qui doivent se transformer, puisqu'ils sont en train eux-mêmes de se transformer, ne sont pas encore adaptés à la réception d'entreprise. C'est une question de nombre. Comment voulez-vous traiter 85% de petites entreprises par rapport à quelques grosses? C'est très difficile. Et c'est beaucoup plus intéressant pour une grosse structure, une grosse infrastructure, d'implanter une grosse entreprise, puisque très vite on occupe de l'espace. Excusez-moi si je peux répondre. Enfin, effectivement, nous, on cherche à diversifier au maximum l'offre pour, par exemple, travailler avec des promoteurs d'activités économiques pour avoir toutes sortes de produits possibles, que des entreprises puissent trouver du locatif, qu'elles puissent trouver de l'acquisition, qu'elles puissent avoir leur propre terrain ou être en copropriété. Et donc, effectivement, on cherche à développer la palette la plus large possible de solutions pour que toutes les entreprises puissent trouver leur réponse. Christophe Giralt, quel est le parti pris sur Val d'Europe? Il faut quand même raconter, mais rapidement, parce que ça peut prendre un peu de temps. Vous, quel est votre rôle? Parce que je disais tout à l'heure, vous êtes en charge quand même du développement de Val d'Europe. Un formidable projet. Alors, né dans les années 80. C'est un peu vous qui aménagez la ville quand même, non? On est un développeur, on s'appelle développeur, et pas Marne et pas France qui est notre partenaire au quotidien. Mais vous fabriquez de la ville? Alors on fabrique de la ville, puisque en fait, le fondement du projet Disney en France, c'est à la fois de créer la première destination touristique européenne, Disneyland Paris, qui est le cœur de l'activité Disney évidemment, à Paris, mais également, c'est un deuxième métier, c'est d'aménager la ville autour des parcs, Val d'Europe, pour se faire l'état gelé sur une période de 50 ans, l'équivalent d'un quart de Paris intramuros, 2230 hectares, développé par Disney Développeur, donc un métier nouveau qu'on ne connaissait pas à l'entreprise. L'idée qui prévalait était de dire on va adosser l'initiative privée à la puissance économique de l'entrepreneuriat, des entrepreneurs que nous sommes, qui eux-mêmes vont s'adosser à la puissance publique qui va venir avec les routes, les ponts, l'aménagement territorial. Et en combinant les deux, l'enjeu c'est de contrebalancer le poids de la défense par rapport à Paris et de fournir une véritable locomotive qui s'appuie bien sûr sur le tourisme en tant que moteur de croissance économique, qui développe donc de l'emploi, donc du social, et donc l'économique et le social, la capacité de créer une urbanité. Alors, quelques chiffres. Lorsque nous avons ouvert les parcs en 92, moins de 5 000 habitants, quelques dizaines d'emplois essentiellement agricoles. Aujourd'hui, 35 000 habitants, 35 000 emplois sur un territoire qui... dont 16 000 de chez Disney. Dont 16 000 de chez Disney. Mais 500 métiers. Oui. 500 métiers différents. Donc c'est un formidable terreau de savoir-faire. Et surtout, encore une fois, le caractère de moteur de croissance qui draine, on le sait tous, en tout cas nous les Seine-et-Marnais, qui draine un moteur de croissance bien plus large que simplement le seul territoire de Val d'Europe. Peut-être juste quelques chiffres sur ce développement économique. Rendez-vous compte, depuis 2004, c'est-à-dire depuis il y a 15 ans, au moment où on a lancé les premiers immeubles de bureaux en blanc, c'est-à-dire sans entreprise identifiée, nous avons implanté en moyenne 4 à 5 établissements par semaine. Nous avons implanté à Val d'Europe 5300 établissements économiques, 90% sont des TPE, PME, je retourne vers monsieur, et qui sont le cœur de fer de lance de l'entreprise. Et désormais, à partir de ce terreau fertile économique, entrepreneurial, viennent s'implanter des grands comptes, des grands groupes sur le site. 1,5 million de mètres carrés de bureaux d'activité développés ou en cours de développement en à peine une quinzaine d'années. C'est-à-dire que le nombre fait l'attractivité. Plus il y a d'entreprises, plus une entreprise se dit que ça doit être intéressant. Ah ben, je crois qu'on est dans l'effet de boule de neige et de masse critique. Alors,
quand même, il faut reconnaître et rendre à César, et je saluerai le rôle de l'État dans son rôle d'aménageur, puisque l'État a amené au départ pour Disney, mais qui servent plus largement le Grand Est, l'ensemble de ces infrastructures remarquables. Première gare de France TGV, la gare de Val d'Europe, le premier hub TGV français chez nous. Ça veut dire que par jour, vous avez entre 88 à plus de 100 trains par jour qui vous connectent à plus d'une soixantaine de villes françaises, de provinces, chaque jour de l'année. Avec de surcroît les trains Ouigo, le fameux low cost, pour 10 €, vous êtes connecté à une grosse quinzaine de villes françaises tous les jours de l'année. Roissy en 8 minutes, 50 allers-retours par jour. Et puis le Thalys, l'Eurostar, qui vous connecte, encore une fois, aux quatre coins de l'Europe. Juste pour qu'on comprenne comment vous anticipez le développement de la ville. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous avez une vision de la ville Val d'Europe à quoi? 5, 10, 15? Alors nous, on travaille à l'horizon 2037, c'est très précis puisque Ouais. c'est le cadre de la convention qui nous lie à l'État, qui est né en 87, donc qui se développe sur 50 ans, et pour lequel, dans ce formidable PPP hors norme, puisque c'est cette convention qui trace les contours du développement urbain, avec des engagements de part et d'autre entre le public et le privé. Lorsque Euro Disney investit 10 €, l'État en investit 1. Ce sont 6,5 milliards d'euros privés investis à ce jour privés donc sur le site, auxquels donc correspondent 650 millions d'euros de gares RER, TGV, d'accès autoroutier. 6,5 milliards d'euros investis en 30 ans. On compte investir près de 8 milliards d'euros les 20 prochaines années. Donc on voit que c'est là que se crée le cœur d'un réacteur, encore une fois, qui va au-delà de la simple dimension touristique. Et vous imaginez combien d'entreprises là, 2037? Vous savez déjà à peu près combien d'entreprises peuvent s'installer? Aujourd'hui, 35 000 emplois, 35 000 habitants. On pense doubler tout ça à l'horizon 2030. Voilà. 70 000. Voilà. D'accord. Oui, Gauthier? Oui, c'est ça, c'est 75 000, mais effectivement. Ouais. Il y a des logements pour tous ces gens-là, avec Malenfer? Justement, c'est un vrai souci parce que vous avez énormément d'entreprises qui viennent. On sait qu'aujourd'hui, il y avait une statistique impressionnante qui était sur BFM il n'y a pas longtemps. 85% des TPE, PME françaises, 85% disent qu'elles sont en danger parce qu'elles n'arrivent pas à recruter. C'est juste ça. On a toujours dit que ça n'était pas un problème. Alors, je ne vous parle pas de Ils n'arrivent l'inadéquation. pas à recruter aussi parce qu'il n'y a pas de Justement, logement, il n'y a pas la qualité de vie? C'est quoi? On va essayer d'étudier le sujet. Pourquoi? C'est à la fois il y a Les formations, l'inadéquation, etc. Oui. il y a plein de choses, il y a aussi des problèmes de soft skills, il y a plein de trucs, mais il y a la marque employeur et c'est de réussir à trouver du logement. Or, aujourd'hui, on parlait d'immobilier qui est immobile. L'adaptation, c'était très bien dit, entre la propriété, l'usage, la location, la facilité pour les gens de changer. En fait, il faut changer nos outils. Il faut de plus en plus convaincre les nouveaux locataires qui rentrent dans le logement social, que ça n'est pas permanent, que ce ne sera pas toujours à cet endroit-là, et que ça va changer, que ça va muter. Mais pour ça, il faut leur donner les outils pour le trouver. Donc si on ne fait pas le travail avec les acteurs économiques... On appelle le parcours résidentiel. C'est le parcours résidentiel, c'est exactement ça. Et si on ne fait pas le travail avec les acteurs économiques, qu'ils soient grands ou petits, parce que la culture du MEDEF, c'est de surtout ne pas séparer les genres. On a besoin de l'ensemble des acteurs économiques, puisqu'ils travaillent les uns avec les autres. Si on ne fait pas ce travail avec eux pour préparer les logements de demain, pour les transformer, quelquefois il faut changer, vous voyez, la typologie des logements, etc., eh bien, on n'y arrivera pas. Mais effectivement, c'est un vrai sujet. Et prenez en ce moment le Grand Paris Express, prenez les JO. Comment est-ce qu'on va loger toutes ces personnes? Je pense que Disney a le problème de tous les travailleurs saisonniers. Ça doit être assez compliqué, j'imagine. Mais c'est le même problème que vous avez pour des très grands travaux en ce moment. Comment va-t-on loger toutes ces personnes? Ce ne sera pas que de la caravane. Oui, on a innové en 92, on a créé des résidences pour nos salariés saisonniers parce que pour pouvoir effectivement et subvenir à l'ensemble des gens qui viennent de l'Europe entière travailler chez nous de manière saisonnière, d'entre 2500 et 3500 saisonniers en plus des 16 000 salariés directs et des 4000 sous-traitants que nous avons dans nos coulisses en permanence. Ce sont 55 000 personnes en France de manière directe, indirecte et induite et de l'emploi non délocalisable qui sont créés grâce à Disney une ville, en France. Une ville. Loïc Gauthier, oui, sur ça, le marque employeur, je voyais acquiescer. Peut-être donner une vision un peu piquienne, puisque c'est comme ça qu'il est intervenu un petit peu avant. Bon, alors moi, je suis administrateur de 3F à travers la RUF, donc je les connais bien de l'intérieur, et on leur dit toujours attention, vous avez le parcours, c'est bien, mais n'oubliez pas que vous venez du 1% patronal et que peut-être à un moment donné, ça serait bien que vous réserviez un peu des places pour les jeunes qui veulent être dans l'emploi, dans les petites boîtes et dans les grandes boîtes. Moi, je leur dis toujours, bon, ça commence à rentrer. Ça commence à rentrer, et c'est très bien. Oui, je sais que tu vas me répondre parce que tu as préparé le truc, parce qu'effectivement, depuis qu'on le dit maintenant, il commence à répondre. Il ne s'agit pas d'opposer les gens. Moi, quand je dis Sénar, ça a été un moment, Sénar, c'est les opérations d'après-guerre sur la création des infrastructures, les autoroutes, etc., c'est extrêmement important, ça s'est très bien fait. Bon, ça s'est très bien fait.
Après, il y a une formidable réussite qui a une homogénéisation entre une entreprise énorme et des petites entreprises qui travaillent ensemble. Ça se passe très bien également. Peut-être aussi, je dirais, je ne vais pas insister beaucoup là-dessus, parce que ça serait probablement ma conclusion, mais il faut toujours tirer la conclusion avant, c'est ce qu'on m'a dit dans les classes de communication. Donc la conclusion avant, c'est de dire qu'il y a 3 étapes, on a bien vu, hein, on l'a dit, fixisme. Fixisme, c'est fini, l'agriculteur tout seul, c'est pas possible. Transformisme, il a fallu transformer la structure naturelle en une structure infrastructurée dans laquelle on va pouvoir mettre des grandes implantations comme le sont par exemple les Disney. Et 3e, il faut passer à l'étape d'après. Parce que si c'est la majorité qui va être après, comme on le dit, on va avoir besoin aussi de 3F ou d'Action Logement. Alors, ça s'appelle Action Logement 77 maintenant. J'ai du mal encore à m'y mettre parce que je suis encore un peu local. C'est un peu mon truc. Et donc, il faut tout ça ensemble. On est bien d'accord. Et donc, mais pensez aussi un petit peu à l'évolutionnisme, c'est-à-dire que, bon, à titre personnel, je suis tourné je fais plus de 50% de mon chiffre à l'export. S'il n'y avait pas Disney pour attirer un peu mes clients, pour les balader un peu le soir, s'il n'y avait pas l'EPA qui m'a fait des autoroutes ou qui m'a fait créer des autoroutes, j'aurais quand même un peu de mal. Donc il faut quand même le dire. Mais par contre, il faut aussi impulser cette notion d'évolutionnisme. C'est un peu ça que je voulais dire. C'est le premier Piquin, hein, vous avez vu Pascal Piquin. Premier adepte. Vous pouvez le recruter. C'est la secte des Piquins. Franck Marguin. Paris Région Entreprise, quand une entreprise ou des entreprises veulent s'installer en Ile-de-France, comment s'opère le choix du lieu d'installation? Pourquoi est-ce que vous dites ça serait pas mal sur la Seine-et-Marne plus que finalement sur les Hauts-de-Seine? Alors tout d'abord, on a effectivement, pour répondre à la question du développement économique, hein, il y a deux choses. Il y a le développement naturel des entreprises. Bien sûr. Et puis ce que nous traitons, puisque c'est mon métier, c'est les implantations internationales. Donc je vais me consacrer plus quelques minutes sur les implantations internationales. Donc tout d'abord, on a des critères qui nous sont donnés par les DRH la plupart du temps. Micro, s'il vous plaît, sur le menton. Par les DRH qui sont absolument incontournables. Et le premier qui est étonnant et qui m'a étonné quand j'ai pris ce job, ça a été l'éducation internationale pour les enfants des cadres. Ça, c'est absolument... Premier critère, parce qu'en fait, on ne bouge pas des cadres dans un département ou dans une ville ou dans un endroit si les mômes ne peuvent pas aller à l'école. Et ça, c'est assez important parce qu'en fait, on est en concurrence avec le Grand Londres, avec le Grand Berlin, avec Amsterdam, avec Milan. En fait, mon job aujourd'hui, c'est les grandes régions capitales. Pourquoi les grandes régions capitales vont attirer plus ou moins les entreprises internationales? On a bien sûr le phénomène du Brexit qui est en notre faveur, même si je ne me réjouis pas que les Anglais s'en aillent. On a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, Paris va devenir, et nous y employons, le terrain d'atterrissage naturel de l'implantation continentale. Hein, puisque jusqu'à maintenant, Londres avait réussi, avec la magie anglaise de la langue et du pro-business, à être la première plateforme d'attraction internationale lorsque quelqu'un voulait faire du business en Europe. Nous essayons en Ile-de-France de reprendre ce leadership, mais nous sommes en concurrence avec Dublin, avec ce que je viens de vous dire. Donc, premier critère pour les entreprises qui veulent s'installer, c'est la qualité d'éducation des enfants des cadres. Deuxième critère, c'est l'écosystème. Et ça, c'est très important. Je vais insister 2 minutes là-dessus, parce qu'en fait, le business attire le business. Or, dans un monde où on pensait que la digitalisation, la communication par les moyens modernes, Skype et compagnie, par le fait que tout va très vite, que l'information va très vite, en fait, elle a créé une demande très très forte d'écosystème. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils se déplacent quelque part, si à Marne-la-Vallée, si sur la zone aéroportuaire de Roissy, si à Meaux, si à Fontainebleau, ils trouvent leur père, PAIRS, s'ils trouvent de quoi en fait faire du business, ils vont d'autant plus vouloir s'implanter plutôt que d'être obligés d'aller à Poissy, parce que la région Île-de-France est quand même assez grande, à Rambouillet ou à Montreux ou à Vaud. Ça, c'est la clé absolue de la capacité à attirer du business, c'est d'avoir des écosystèmes significatifs. C'est ce que nous avons fait, nous, à la région, quand on sommes arrivés aux fonctions de gouvernance, on a décidé que la région serait polycentrique. Donc on essaye, par un encouragement, de créer des grandes filières d'écosystèmes. La santé, par exemple, à Ivry, par exemple, justement, sur le Val d'Europe, qui est extraordinaire, parce que on doit dire qu'il y a un grand succès là, c'est tout ce qui est autour du tourisme et de l'industrie du tourisme. C'est pas que Disney, comme vous l'avez justement dit. On a également un troisième critère qui est très important, et ça je me tourne chez les spécialistes du logement, c'est la capacité en fait d'avoir des logements proches des lieux de travail.
on a, nous, une grande difficulté, c'est de faire face à la saturation des transports. Et plus on investit dans les transports, et plus ils sont saturés le matin pendant 2 heures et le soir pendant 2 heures. Or, avec la préfecture maintenant de région, nous avons mis un plan où on ne peut plus accorder l'ouverture de bureaux sans accorder l'ouverture de logements et vice-versa. On a un souci de faire arriver une vie locale entre business et habitation. Une chose qui va manquer beaucoup, alors là pour la Seine-et-Marne, qui est ce que nous voyons, bien sûr, c'est pas une critique, mais c'est une réalité, c'est qu'on a peu de décideurs qui vivent dans l'Est parisien. Je crois que j'ai un chiffre qui m'est donné pour mon staff, alors il est peut-être critiquable, mais on a 4% des décideurs qui vivent en Seine-et-Marne, alors qu'on a 30 et quelques pourcents du business. Vous habitez où, Loïc Gauthier? C'est un vrai challenge parce qu'en fait... Vous habitez en Seine-et-Marne, Loïc Gauthier? J'assistais hier à un petit déjeuner d'attractivité qui était organisé par la présidente. On avait quelques collègues qui étaient là, dont le patron de HSBC, qui me disait, mais de toute façon, les capitalistes, il faut les aimer. Et j'ai bien aimé cette idée parce qu'en fait, il faut leur dire qu'on peut trouver à la fois des logements de qualité, des endroits où les enfants vont avoir une éducation de qualité, à la fois de la qualité de vie. C'est très important. Je pense que le lycée de Noisy-le-Grand va, par exemple, répondre beaucoup à cette demande de qualité internationale. On va avoir la capacité d'avoir des logements connectés de manière assez intéressante avec les aéroports, avec les gares TGV, je ne sais plus qui en parlait. Donc on a en fait en Seine-et-Marne tout un ensemble de points qualitatifs. Peut-être faut-il les coordonner encore un peu plus. C'est ce que nous faisons. Est-ce qu'il y a une notoriété Seine-et-Marne chez les entreprises qui veulent venir s'implanter? Non, mais d'ailleurs, on a un problème en Île-de-France en règle générale. Ce n'est pas un problème que de Seine-et-Marne. On n'a pas d'identité suffisamment importante en Île-de-France. Vous avez une identité de l'Aquitaine, vous avez une identité PACA, c'est la mer, une identité Rhône-Alpes, c'est le ski, vous avez une identité, je sais pas, de la crêpe bretonne. Enfin, je caricature bien sûr, mais la région, par exemple, de la Bretagne ou la région d'Alsace a une identité. La région Île-de-France souffre, et on le voit dans tous les sondages internationaux que nous faisons conduire, c'est une absence d'identité forte. J'ai été par exemple en Chine il y a très peu de temps où j'étais en train de présenter l'Île-de-France et donc je présentais un certain nombre d'atouts de l'Île-de-France par rapport à l'Aquitaine ou la Bretagne. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient un tiers de leur présentation sur la qualité de vie. Nous ne savons pas présenter la qualité de vie. Moi, j'étais là avec mes slides de la Défense, de Val d'Europe, vous l'avez pourtant ici, de Roissy. Loïc Gauthier. Et je pense que c'est important, et je le dis ici spécialement en Seine-et-Marne. Franck, je suis d'accord avec toi. On bosse souvent ensemble à PRE, et je suis d'accord avec toi. Moi, je reviens de Chine, ça fait 3 semaines que j'étais en Chine. J'ai chopé une bronchite. À chaque fois, je chope une bronchite parce qu'il y a une grosse pollution, on le sait tous. Le nuage, on voit le soleil, il est dans un nimbe de vert. Bon, c'est pas terrible, quoi. Ici, c'est propre. Tu as remarqué, tu es sorti dehors, tu as vu? Bon, effectivement, ça pourrait être... Dans cette région capitale, ils ont tout cherché. Les politiques ont toujours cherché à déterminer un identifiant commun et c'est très difficile. Effectivement, il y avait la région capitale, etc. Mais la capitale, c'est pour nous. C'est pas pour les autres, pour les extérieurs. Effectivement, il faudrait l'identifier, cette qualité. Donc c'est une offre Île-de-France, mais avec des spécificités de territoire. C'est ça l'idée. Oui, on ne va pas faire du business à Milton Keynes ou à Hampton Court. On va faire du business dans le Grand Londres. Et c'est les agences du Grand Londres qui vont diriger les gens qui veulent s'installer dans les endroits. Nous, c'est ce que nous faisons. On a implanté 12 boîtes ici en 2018. On a, je ne sais plus exactement, 400 et quelques boîtes qui ont été implantées l'année dernière. Pourquoi on les implante dans un endroit? Enfin, on ne les implante pas d'abord. On donne nos avis. Pourquoi? Parce que c'est en fonction de ce que les gens vont chercher. Je l'ai dit, les quelques critères. Et c'est en fait comme ça que ça fonctionne. C'est que les gens viennent nous voir la plupart du temps parce qu'ils veulent trouver un certain nombre de critères, une conjugaison de critères. Ce que vous nous avez donné tout à l'heure. Il n'y a pas un seul critère qui va faire que quelqu'un s'implante dans un territoire. C'est une conjugaison. La Seine-et-Marne, honnêtement, a beaucoup d'atouts. Et je le répète, cette combinaison qualité de vie, infrastructure proche de Paris est certainement quelque chose, mais peut-être pas encore assez connu. Justement, est-ce que vous travaillez, le PA Sénart, sur les argumentaires à développer auprès des entreprises pour les attirer sur ce territoire? Oui, alors nous, on y a beaucoup travaillé. On travaille aussi, évidemment, avec les agences régionales. On travaille beaucoup avec PRE, national, Business France. Donc on a travaillé sur ces atouts. Et je rejoins complètement Franck Marguin. Nous, on a beaucoup vendu la qualité de vie.
hein, de ce territoire, parce qu'il est insuffisamment connu, mais vraiment on sait que ceux qui vivent sur place vivent bien et le disent. C'était le premier travail que j'ai fait en arrivant à la tête de l'établissement il y a 3 ans et demi, qui était de comprendre comment les usagers, les entreprises et les habitants vivaient sur ce territoire. Donc c'est un territoire très, très vert, à très forte qualité environnementale, sur lequel on vit bien. Donc c'est évidemment un argument fort. Et puis la présence des pairs, des entreprises, de tout le tissu économique du territoire. C'est comme ça qu'on a attiré collectivement, parce que ça a été un beau travail d'équipe, Iris Oyama, le japonais qui s'installe sur 65 000 mètres carrés, qui ouvre la semaine prochaine, c'est inauguré la semaine prochaine, en présence de Valérie Pécresse, d'un ministre. Et donc là, on a une entreprise qui installe son siège social d'Europe du Sud, un lieu de production, ils sont leaders dans la plasturgie, et un lieu de distribution. Il va y avoir 130 emplois créés. Ce qui leur a plu, c'est évidemment la proximité, donc les pairs, la proximité de leur marché, avec des entreprises comme Leroy Merlin, qui est un de leurs principaux clients, la qualité de la desserte avec les infrastructures, la qualité de vie, c'était vraiment important pour une entreprise japonaise, la qualité environnementale, et puis la qualité du travail de l'écosystème d'accompagnement, l'État, Business France, la région avec PRE, et puis l'agglomération et l'établissement public, puisque du premier contact établi en juillet 2016 à une ouverture en stade de fabrication, hein, ils ne voulaient pas faire d'inauguration avant d'être pleinement opérationnel. Il s'est passé quand même un temps extrêmement court pour une entreprise de cette importance. Voilà. Et donc là, on a mis tous nos moyens, on a conjugué tous nos moyens, tous nos savoir-faire, y compris pour les aider à passer toutes les étapes des procédures administratives. Voilà, c'est aussi comme ça qu'on attire des entreprises internationales. Loïc Gauthier, les chefs d'entreprise, vous avez l'impression finalement que la logique de développement économique de ce territoire en Seine-et-Marne, elle répond à quoi? Parce qu'il y a une logique particulière. Elle répond un peu au hasard. Parce que moi, encore une fois, je suis piquien. Je pense qu'effectivement, il y a eu des logiques de structuration avec les infrastructures, on en a parlé tout à l'heure, mais que de plus en plus, eh bien, les choses se font par le hasard. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez un climat favorable, vous avez, vous l'avez dit, des conditions favorables. Les conditions, c'est aussi les structures qui existent, hein, attention. Hein. Il ne s'agit pas non plus de dire que c'est simplement la nature et on sort du bois et puis hop, on va faire une usine de palettes. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. Mais la structure doit être là, donc toutes ces conditions doivent être là. Et à un moment donné, ça surgit parce que quelqu'un a une idée, il y va. Et ça, c'est plutôt le côté évolutionniste. Hein, je reviens sur ce que disait M. Pic. Et ça va devenir de plus en plus prégnant. Alors évidemment, c'est plus porté par des entreprises type de transformation numérique ou des entreprises plus innovantes. On parle d'innovation effectivement maintenant plutôt que de progrès parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est le progrès. Mais c'est là-dessus que ça va venir. Et je pense que la prochaine étape, les prochaines 30 ans, parce qu'on ne peut pas planifier, hein, c'est bien le principe même de ces choses-là, on peut planifier simplement la ressource, la façon de se créer l'infrastructure, mais on ne peut pas le provoquer. On ne va pas maintenant décider que tout d'un coup on va construire des Airbus. Enfin, peut-être encore certains en rêvent, des programmes d'État, pourquoi pas, mais on n'est pas dans la planification. Et surtout, il nous faudra des logements, parce que tu n'as pas répondu sur les logements. On fait les moteurs, hein, moi, Safran. Oui, mais ça fait déjà 50 ans. C'est déjà bien. Alors, juste peut-être 2 points. Un premier, parce qu'il y avait un tacle, mais tout à fait naturel. Juste pour préciser aux chefs d'entreprise, la réforme d'Action Logement, vous en avez un peu tous entendu parler. En fait, pour tous ceux qui avaient des entreprises un peu importantes, il y avait des concurrences entre les différents collecteurs, ce qui n'était quand même pas tellement normal, puisque enfin, à un moment ou à un autre, il faut quand même qu'il y ait une action générale avec tout ça. Et donc, depuis 2015, vous avez une véritable réforme qui a été faite. Et aujourd'hui, vous avez une marque, c'est Action Logement. Et tout ça a été centralisé. Mais pour pouvoir faire une chose, et c'est pour ça qu'on a créé les CRAL, c'est pour pouvoir avoir une action politique au plus près des demandeurs, c'est-à-dire les élus, les entreprises et l'État. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y avait que les grands groupes qui étaient servis, qui étaient entendus. Les élus étaient peu écoutés. Et en fait, ce travail qui devait être fait, et j'oubliais les bailleurs, ce travail qui devait être fait entre les entreprises, les élus qui connaissent quand même terriblement bien leur territoire, au plus proche, l'État avec toutes ses représentations et ses différentes composantes, et toujours encore une fois, les entreprises, ne fonctionnaient pas suffisamment. Aujourd'hui, le rôle des CRAL, c'est ça, c'est d'écouter les besoins. Alors on espère que ça va bien marcher. Je vous donne quand même un exemple de l'intérêt qu'on porte pour les petites entreprises. C'est que normalement, ne bénéficient, et notamment puisque maintenant les entreprises de moins de 20 salariés ne vont plus payer
la participation. Pour autant, Action Logement a décidé de continuer d'offrir les services aux entreprises jusqu'à 10 salariés. Donc, on s'adresse bien à l'ensemble des petites entreprises aussi, des TPE et des PME. Et tous les nouveaux outils, il y a un grand programme Hermès et qui va être présenté dans les semaines qui viennent, tous les nouveaux outils numériques qui vont être vraiment les applis adaptatives que tout le monde sait utiliser, ça sera accessible à tous les salariés de toutes les sociétés qui pourront immédiatement exprimer leurs besoins, sachant que les besoins, ils peuvent aller du très social, mais ils peuvent aller jusqu'au logement intermédiaire après. Et il y a toute une palette, en fait. Dans le logement, il y a beaucoup plus de choses qu'on ne croit. Et puis, il y a les aides directes qui sont importantes. Loïc Gauthier, c'est quoi les attentes finalement des PME aujourd'hui sur ce territoire? Est-ce que les interlocuteurs, lorsque vous avez besoin de vous implanter, vous déménagez par exemple en ce moment? Est-ce que tout ça c'est bien identifié? Ah, ça c'est bien identifié. Bon, moi je déménage d'une zone qui est un peu en train de vieillir, simplement parce qu'elle est englobée de plus en plus par le logement, donc il faut bien partir à un moment donné. Donc c'est Ozoir-la-Ferrière. Vous voyez qu'il y en a? Hein, voilà, il y en a, mais oui, mais bien sûr. Par contre, il y a un peu de difficulté quand même à proposer des alternatives en local. Donc moi, ce que j'attendrais déjà, c'est que des pouvoirs publics, si je dois attendre quelque chose, parce qu'en fait, j'attends pas grand-chose. Donc, j'attends pas grand-chose, j'attends juste qu'ils me fournissent les infrastructures qui sont traditionnelles, savoir les routes, les endroits où aller, etc. Mais j'attends pas tellement d'aide dans le sens de diriger mon business. Parce que ça, je pense qu'il n'y a que moi qui sais mieux le faire que n'importe qui d'autre. Donc là, on est en train de s'installer justement dans une zone qui va bientôt être soumise, j'ai bien employé ce mot, soumise à l'EPA, qui est la zone de Villaroche, parce que je sens qu'à cet endroit-là, eh bien, ça commence à fusionner d'un point de vue évolutionnisme. D'accord? Donc pourquoi? Parce qu'il y a un écosystème qui se crée, c'est exactement ce qu'a dit Franck tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une combinaison entre le vert, les gens qui veulent venir là, l'innovation, la maîtrise des capacités d'innovation et des technologies qui sont celles qui nous sont nécessaires. Hein. C'est parfois des technologies tout à fait banales. Mais quand vous savez faire de la galvanoplastie, vous savez très bien le faire, vous avez besoin de ça. Il ne faut pas croire non plus que les vieilles industries sont obsolètes. Pas du tout. Pas du tout. C'est temps qu'on redécouvre un petit peu ça. On n'est pas uniquement dans les startups voilà, il faut aussi que les industries traditionnelles. Moi, je suis une industrie traditionnelle. Par contre, dans ce déménagement, eh ben, je vous ai bien écouté, c'est pour ça que je suis devenu piquien finalement. Eh bien, je profite du déménagement pour mettre en place du cobot. Donc effectivement, immédiatement du cobot. Et ça va créer immédiatement de l'emploi. Parce que quand vous achetez un cobot, c'est pas cher un cobot, hein, c'est 50-60 000 euros. Hein. D'accord? Si vous faites un salaire en France minimal, c'est 25 000 euros chargés. Il faut juste se souvenir de ça. Donc 50 000 euros, c'est le prix d'un cobot. Donc vous savez, c'est amorti en 2 ans si ça marche. Je vous fais simple, hein, je donne des chiffres simples, je ne cherche pas d'être compliqué. Bon, mais il y a 150 000 euros de développement autour pour que la machine tourne bien et que l'entreprise puisse fonctionner. Donc ça, c'est du boulot. C'est énormément de boulot et moi je compte là-dessus pour aussi être dans l'écosystème. Et j'ai besoin de gens qui savent faire. Et là on va avoir besoin de recrutement, on va avoir besoin de logement pour les jeunes qu'on va embaucher, parce que eux ce qu'ils veulent, hein, c'est pas se taper 1h30 pour aller de l'autre côté de Paris. Hein. Surtout pas. Ça, Franck le sait très bien parce qu'on a souvent discuté là-dessus. Donc c'est ça dont j'aurais besoin. Un mot, parce qu'on est sur l'équilibre des forces et sur la défense des territoires par les collectivités qui les dirigent. Christophe Giral, par exemple, quand on a un mastodonte comme Disney, qu'est-ce que pèse à côté finalement la communauté d'agglomération? Quel est son pouvoir et sa possibilité de peser sur les décisions? Alors nous, on est dans un cadre atypique parce que c'est cette convention unique, parce que c'est la première fois que l'État avait délégué à une entreprise de droit privé ses prérogatives en matière d'aménagement du territoire. Pour autant, ce dialogue qui s'opère entre l'État et Disney, l'État représenté par EPAMAR et EPA-France encore une fois, nous, Disney, nous avons intégré l'ensemble des collectivités, même si elles n'étaient pas signataires de cette convention de 87, dans l'élaboration de la ville. Pourquoi? Parce que pour nous, il aurait été une aberration de créer une ville que d'autres allaient gérer et dont d'autres avaient la charge. Et donc l'idée était effectivement, c'est ce triumvirat entre Disney, l'État, les collectivités. Alors, je dis toujours un mariage à 3, déjà à 2 c'est pas facile, mais alors à 3 ça peut être un peu compliqué. Et pour autant ça fonctionne. À partir du moment où on n'est pas dans le consensus mou, et à partir du moment où on est dans une volonté objective de parvenir ensemble, donc voilà, donc on est. Donc le PLU revient toujours à la communauté d'agglomération. Donc le PLUI maintenant, parce PLUI, que voilà, il y a même un plan intercommunal. Mais voilà, donc chacun a voix au chapitre, et l'idée c'est de co-construire ensemble les solutions qui vont permettre d'implanter les entreprises, les salariés, avoir cette diversité de logements, et peut-être pour
rebondir sur ce qui était dit avant. Nous, on dit qu'à Val d'Europe, le choix de l'implantation tertiaire, ou en tout cas l'implantation économique, il est 100% rationnel, 100% émotionnel. 100% rationnel parce qu'on fait tous nos barycentres, nos bassins d'emploi, nos clients, voilà, et donc il y a une sorte de barycentre qui s'opère de fait. Et puis 100% émotionnel parce qu'il faut avoir aussi le coup de cœur. Mais pour autant, parfois, je vais me conduire tout de suite, on va constater que des entreprises vont faire un choix tout autre. On vient de poser la première pierre du siège du Crédit Agricole Brie-Picardie, qui coiffe la Seine-et-Marne, l'Oise et la Somme, qui a implanté son siège à Val d'Europe. Alors, évidemment, on n'est pas dans le barycentre de la banque, géographique j'entends, mais pour autant ça devient le barycentre stratégique économique parce que les enjeux sont tout autres, d'offrir un environnement de travail, le fameux environnement de travail dont les directeurs immobiliers dont je fais partie cherchent à valoriser auprès de leurs salariés parce que c'est ça qui va permettre de faire non seulement retenir les talents, mais aller chercher les nouveaux talents dont on va avoir besoin demain, de gens, de personnes qui vont chercher du logement, qui vont chercher des bureaux nouvelle génération, et pas forcément que pour les grands groupes, parce que ça veut dire aussi que l'ensemble des TPE, des PME, PMI vont avoir besoin aussi de revisiter un peu leur manière d'aménager leur environnement de travail. Quand on parle d'équilibre des forces, Franck Marguin, et qu'un conseiller départemental qui par définition est le mieux placé pour savoir ce qui se passe sur son territoire, perd la compétence du développement économique, est-ce que c'est une chance ou pas dans le cadre de l'équilibre des forces? Est-ce que c'est une chance ou pas? Moi, de profit. Moi, je pense, parce que je le vois forcément maintenant d'un point de vue régional, que c'est une chance d'avoir une région qui a pris la compétence. La perdre, c'est pas tout à fait ça. Moi, on travaille encore avec les agences départementales. L'idée, c'est en fait d'avoir une politique commune. Moi, je pense que quand on régionalise un certain nombre de choses, on gagne en visibilité à l'international. Je parle bien encore une fois de l'attractivité. Attention, dans mon métier, c'est un avantage d'être régionalisé parce que moi, quand je suis en Chine ou à Singapour, je parle de la région de France et de la région polycentrique. La Seine-et-Marne ou l'Essonne n'est pas forcément identifiée. Déjà que l'Île-de-France, les gens souvent m'ont demandé où était la mer. C'est pour ça d'ailleurs que mon nom à l'international, on se présente sur Paris Region. Donc moi je pense que le mot chance est un peu difficile devant une assemblée de Seine-et-Marne, mais la réalité c'est qu'on a intérêt à mutualiser les forces économiques de communication. Moi je pense que la communication est clé dans le monde où nous vivons parce que les gens ne nous connaissent pas assez, ne nous identifient pas assez. Je l'ai dit, l'Île-de-France a un problème d'identification. Je voudrais aussi dire deux choses. Donc l'avenir de la Seine-et-Marne ne passe pas par sa propre communication, mais par une communication Île-de-France. Moi, je pense qu'elle passe par une communication Île-de-France. J'en suis persuadé en matière d'attractivité. J'entends bien en matière d'attractivité. Je suis absolument persuadé que l'Île-de-France a un rôle très important à jouer face aux régions capitales qui sont nos concurrents. Je ne pense pas qu'il y ait une partie de Milan-Est qui soit concurrent de la Seine-et-Marne ou une partie de Amsterdam-Nord qui soit concurrent de la Seine-et-Marne. C'est Amsterdam qui est concurrent de la région de France, c'est Milan qui est concurrent de la région de France, et dans le monde un peu plus global auquel nous avons affaire aujourd'hui, ce sont les régions capitales qui sont motrices dans la capacité d'attirer les gens. Ça, c'est mon avis, et c'est plus que mon avis parce que c'est ce que je vois. La réalité que je voulais aussi dire, c'est très important, c'est la compétence aujourd'hui des régions qui a été récupérée de l'État en matière de formation. Et là, on a justement, alors c'est pour ça que cette question est importante vis-à-vis de la Seine-et-Marne comme vis-à-vis des autres départements, c'est que là, par contre, on a gardé cette notion de bassin d'emploi. Et on travaille beaucoup avec les préfectures pour essayer de mettre en face, et on a d'ailleurs monté un logiciel à la région pour ça, de mettre en face les métiers en tension par rapport à la demande. Or, on s'aperçoit qu'on a dans pratiquement toute l'Île-de-France, avec quelques écarts-types près, autant de demandes d'emploi que d'offres d'emploi, les deux non satisfaites. Donc notre boulot, et le boulot que j'encourage au département, parce que le développement économique international, je pense que c'est assez bien régional. Par contre, ce qui est vraiment local, c'est la capacité des acteurs, notamment des entreprises, des pouvoirs, de mettre en face le besoin des entreprises en termes de talents, et la formation de ces talents. Puisque je vous parlais tout à l'heure des critères, je vous ai dit que c'était la capacité... l'éducatif aussi. Éducative. C'est aussi la pépinière de talents. Un des très 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 gros critères, mais c'est vrai qu'au niveau de l'Île-de-France, on a quand même 30% de la recherche européenne en Île-de-France. On a le plus grand nombre d'universités, on a le plus grand nombre d'écoles de commerce. Bon, en Seine-et-Marne, vous êtes gâtés, vous avez l'INSEAD, vous avez les lycées internationaux, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis il y a les grands centres universitaires en Seine-et-Marne. Donc là, il y a une offre, mais encore une fois, je pense que les acteurs
plus localement, doivent absolument se pencher sur la mise en adéquation des besoins des entreprises et de la formation. Le MEDEF, puisque ce sont les 100 ans ici, quel rôle il a joué dans un développement équilibré? Alors juste, Franck, quand même, il y a quand même une chose qui ne marche pas très très bien en Ile-de-France, il faut quand même le dire, c'est le commerce extérieur. Ça ne marche pas du tout, puisque, juste pour information, la France a à peu près 60 milliards de déficit pour le commerce extérieur. Et savez-vous quel est le chiffre de Seine-et-Marne? De Seine-et-Marne. Île-de-France. D'Île-de-France. Eh bien, c'est 60 milliards. Donc, il faudrait expliquer, il faudrait décortiquer le chiffre, il n'est pas si simple, et je ne veux pas le donner comme ça ne marche pas comme ça, il y a des aéroports, etc., mais ça ne marche pas. Donc on a des belles écoles de commerce, mais on a 60 milliards de déficit. Voilà. On n'exporte pas. Alors là, c'est plutôt le patron des conseillers du commerce extérieur qui vous parle, mais c'est très important. Donc il faut qu'on fasse quelque chose. Et ça... Oui, non, je dirais bien un mot là-dessus parce que c'est un énorme challenge. D'ailleurs, moi, chez Paris Région Entreprise, j'avais 2 compétences, l'attractivité et l'aide à l'export. Valérie Pécresse a décidé de l'enlever pour qu'on travaille plus en collaboration avec la chambre de commerce. Et on a monté, là, ça vient d'ouvrir à l'instant, parce que j'en ai fait d'ailleurs l'inauguration il y a 2 mois, le guichet unique de l'exportation. C'est-à-dire qu'on met ensemble, enfin, on mutualise les forces, chambre de commerce, région, département, pour accélérer l'exportation, parce qu'on n'a que 2% des entreprises franciliennes qui exportent. Enfin, c'est quand même une catastrophe. Incroyable. Il faut se rendre compte, et là, bon, les pouvoirs publics, on a beau faire ce qu'on veut, on a aussi une culture française de l'exportation qui est certainement plus faible, mais parce que d'abord, on a un énorme marché en Ile-de-France, qui est un marché naturel. On a un énorme marché en France, avec des infrastructures de transport qui font que le commerce en France est assez facile. Si on parle de l'exportation déjà dans les pays voisins, les chiffres s'effondrent. Donc il y a un vrai challenge là. Donc pour le MEDEF quand même, parce qu'on est quand même au 100 ans du MEDEF, moi j'ai envie de dire quelque chose. Donc le rôle du MEDEF dans tout ça peut-être. Parce que le rôle du MEDEF c'est quelque chose qui est indiscernable. C'est-à-dire que pour l'instant on a été dans le fixisme. Bon après c'était effectivement le tribunal de commerce de Meaux, celui de Melun, c'était des organisations figées, etc. C'est plus du tout ça. Je suis juge au commerce donc je peux en parler et je peux vous dire que ça bouge beaucoup, énormément. Toutes les organisations se transforment, tous se transforment. Donc, mais le MEDEF, il sert à quoi finalement dans cette histoire? Alors, on va dire certains, les plus pessimistes vont dire c'est du clientélisme. D'un autre côté, on va dire non. Le MEDEF, il sert surtout à mettre les gens ensemble sur des sujets qui sont très hétérogènes. J'ai eu ce matin, on a parlé effectivement donc de coopératives, on parle de structures d'entreprises très différentes. Il y a une innovation énorme qui est en train de se faire là-dessus. Il y a des grosses entreprises en général, et tant mieux. Disney par exemple, mais aussi il y a Safran, il y a des gens comme ça qui font des moteurs. Oui, c'est vrai, ça fait 50 ans qu'ils font des moteurs, ça fait 5 milliards. C'est pas mal. Pas mal. Ça évite d'avoir 65. Non, c'est pas mal. Bon, ce que je veux dire, c'est que le MEDEF, lui, sert à faire bouger tout ça ensemble et mettre de l'huile à l'endroit où il faut. Et c'est vraiment le travail qui est fait, et ce travail, il est fait sur le territoire. D'où l'importance du territoire, parce que contrairement à ce qu'on prétend, la mondialisation, c'est pas se connecter uniquement sur le monde. C'est aussi agir localement. Parce que très vite, quand on doit aller dans les Yvelines, c'est 1h30. Donc vous ne pouvez pas passer 1h30. Je vais aussi vite à aller à Lyon. D'accord? Donc le bassin d'emploi, c'est ce que dit Franck, est extrêmement important. Et le MEDEF, il joue vraiment un rôle très important dans ce rôle-là. Et si on a du logement, et pour les petits jeunes là, qui bossent avec nous très rapidement, et puis sur place, et bien, ils n'ont pas à se déplacer, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Peut-être que je peux répondre là-dessus. Alors, ouais. je vais changer de casquette une demi-seconde, puisque vous savez que quand Geoffroy Roux de Bézieux a pris la présidence du MEDEF, il a fait passer de 24-25 commissions à 15 commissions, en mettant à chaque fois des coprésidents, un homme, une femme. Moi, je suis coprésident d'une commission, c'est réforme de la sphère publique et simplification. Croyez-moi, il y a du boulot et on a besoin justement de tous les chefs d'entreprise qui sont là parce qu'en fait, on a besoin des remontées d'informations qui sont citées et typiquement le commerce extérieur et le fonctionnement des agences du commerce extérieur sont en train d'être regardés sur leur efficacité. Je reviens sur le logement. Vous parliez tout à l'heure des dispositifs qui existaient et du rôle des élus. Il y a une action qui est importante, qui n'est pas forcément toujours très bien connue, c'est l'action Cœur de Ville. Vous en avez peut-être tous entendu parler. Alors, je reprends la casquette les Action Logement. et les bourgs. 1,5 milliard qui a été débloqué par Action Logement. Beaucoup de communes ici. Or, justement, je vais vous citer les communes parce que je ne les connais pas par cœur. Mais vous êtes l'un des départements, je dis vous, parce que moi, mon siège est à... Si on a 15, vous ne les citez pas, mais au moins... Non, il y en a 7. Fontainebleau, Avon, Melun,
Nemours, Meaux, Coulommiers, Montereau, qui ont signé avec Action Logement des conventions. Et Action Cœur de Ville a cet intérêt, c'est qu'il ne s'intéresse pas qu'à mettre du logement, il s'intéresse à redynamiser économiquement le cœur de ville. Donc c'est bien une complémentarité, et c'est d'éviter de considérer que le logement est un tout seul, de la même façon que l'activité économique n'est pas toute seule, c'est un tout, je crois que vous l'avez tous dit. On va terminer, rêvons un peu. On prend la baguette magique de Mickey Apprenti Sorcier, tous, et vous réalisez le développement économique de vos rêves de ce département, Haute-de-Braye. Alors Christophe Giral, parce que c'est vous qui avez la baguette. Nous, Disney, on aime beaucoup le tourisme évidemment, mais il n'y a pas que Disney, on en parlait entre nous. Je salue Alison, Laval Village. Ce territoire a un formidable potentiel. Je parle de la Seine-et-Marne évidemment. Et donc si avec la baguette magique que vous évoquiez à l'instant, c'est de se dire que ce territoire doit être multiple. C'est pas que Disney, c'est pas que la STECMA, c'est pas que Safran, c'est pas voilà. Je pense que c'est cette multiplicité d'acteurs de secteurs industriels qui, mise en relation, permet de créer encore une fois un tissu, un maillage, des réseaux, des bassins d'emploi, des bassins économiques diversifiés qui s'appuient sur un formidable réseau d'infrastructures, encore une fois, et une capacité à nourrir les gens, à les loger, à les divertir, à il n'y a pas besoin de baguette magique, puisqu'il y a tout, je pense que la Seine-et-Marne dispose des fondamentaux du succès. Merci. Haute-de-Braye. Écoutez, nous, on est convaincus que le territoire sur lequel on travaille a vraiment vocation à devenir un territoire dédié à l'industrie du futur, notamment en lien avec la supply chain qui est présente, mais pas seulement. Vous avez entendu El Simay, vous savez qu'on travaille ensemble, il l'a cité. Et donc aujourd'hui, il y a des besoins de développement de l'industrie en Ile-de-France, même si on regrette, je sais que c'est le cas du maire de Paris, que l'industrie s'éloigne du cœur de l'agglomération, c'est quand même une réalité, parce qu'il y a besoin d'espace, il y a des contraintes pour que l'industrie véritablement se développe et que l'activité puisse se développer donc dans les meilleures magique, l'avenir. Donc nous, on est convaincus que, alors c'est pas non plus qu'une baguette magique, on y travaille, mais qu'on a une vraie capacité pour attirer et développer l'industrie du futur sur le territoire de Seine-et-Marne. Éric Malenfert. Oui, écoutez, quand on regarde la région Île-de-France, et vous aviez tout à fait raison, la Seine-et-Marne est l'un des rares territoires qui peut autant supporter de croissance, puisque c'est un peu sclérosé quand même ailleurs, il y a un peu de tension. Donc, continuez votre développement, mais appropriez-vous un outil qui est fantastique sur le logement, appropriez-vous Action Logement. Franck Maria, la baguette. Alors, bon, moi j'ai la baguette, mais la partie magique de la baguette, je suis absolument persuadé que c'est l'industrie agroalimentaire qu'il faut fédérer ici. Ah oui. Pourquoi ? Parce que vous avez un changement colossal au niveau des populations et de leurs besoins. Il faut, je suis désolé, mais il faut manger bio. Je ne dis pas que c'est mon avis personnel, mais c'est ce que je vois. Il faut manger bio, il faut cultiver bio, il faut se transformer bio. Les Hollandais nous envahissent de fleurs, de légumes, alors qu'ils ont quand même à peu près un tiers de moins d'ensoleillement que nous. Ils sont bio. On achète du bio de Roumanie, de Hongrie. On n'achète pas du bio d'Île-de-France. Je ne dis pas que c'est au Seine-et-Marnais uniquement de le faire, mais je pense qu'il faut un lobbying, il faut un travail, il faut un écosystème, il faut une filière qui soit beaucoup plus dynamique. Encore, je ne dis pas qu'elle ne l'est pas, il ne s'agit pas de critique, il s'agit de prendre la partie magique de la baguette et de fédérer de grands nombres d'acteurs avec toute une industrie autour, parce que moi je suis persuadé que les grandes villes vont avoir besoin de se nourrir en local, c'est la fameuse localisation, la campagne européenne en a beaucoup parlé, et ceux qui l'ont défendu ont gagné pas mal de voix, je le vous rappelle, et je suis absolument persuadé. Pourquoi ? Parce que vous avez un changement colossal au niveau des populations et de leurs besoins. Il faut, je suis désolé, mais il faut manger bio. Je ne dis pas que c'est mon avis personnel, mais c'est ce que je vois. Il faut manger bio, il faut cultiver bio, il faut se transformer bio. Les Hollandais nous envahissent de fleurs, de légumes, alors qu'ils ont quand même à peu près un tiers de moins d'ensoleillement que nous. Ils sont bio. On achète du bio de Roumanie, de Hongrie. On n'achète pas du bio d'Île-de-France. Je ne dis pas que c'est au Seine-et-Marnais uniquement de le faire, mais je pense qu'il faut un lobbying, il faut un travail, il faut un écosystème, il faut une filière qui soit beaucoup plus dynamique. Encore, je ne dis pas qu'elle ne l'est pas, il ne s'agit pas de critique, il s'agit de prendre la partie magique de la baguette et de fédérer de grands nombres d'acteurs avec toute une industrie autour, parce que moi je suis persuadé que les grandes villes vont avoir besoin de se nourrir en local, c'est la fameuse localisation, la campagne européenne en a beaucoup parlé, et ceux qui l'ont défendu ont gagné pas mal de voix, je le vous rappelle, et je suis absolument persuadé que ça va se passer dans toutes les métropoles. On le voit déjà ce que fait la maire de Paris avec des agricultures urbaines qui restent quand même un peu des gadgets, au demeurant des besoins que nous avons. Pas des gadgets en soi, la technologie, elle est bonne, elle est réelle, elle est puissante. Enfin, on ne va pas nourrir 2 millions intramuros avec quelques
échelles verticales de choses agricoles. Donc moi, je pense que la Seine-et-Marne a abandonné, à mon sens, dans son identité, dans sa manière de se promouvoir, dans sa manière de se faire, toute la réforme autour de l'industrie agroalimentaire. La baguette, pardon, termine dans la main du MEDEF. Bon, moi, la baguette, je l'ai, je me le suis déjà appliqué, je change d'usine et je vais faire des cobots. Donc tout ça, c'est bien. Si je appliquais exactement ce que disait Franck Marguin, vous savez que le maraîchage, par exemple, ça a été la principale région de France, du monde, reconnue pour le maraîchage, c'était l'Île-de-France. C'était justement je sais, je suis créateur d'AMAP, je suis un peu apiculteur sur les bords, donc je peux parler un peu de ça. Et donc, mais ça ne sera plus l'agriculture, comme le disait Pascal Pic, avec des gens et des saisonniers qui venaient taper à la binette et arracher les mottes, parce que c'était compliqué, ça me fait mal au dos, et c'est très difficile, je peux en témoigner. Ça sera peut-être une agriculture maraîchère avec des cobots. L'agriculture du futur. Merci à tous les 5. Vous êtes prêtés au jeu de ce débat, rapide, mais j'espère efficace. Merci beaucoup. Je vous laisse rejoindre la salle.